faux en écriture, atteinte aux biens publics, favoritisme, surfacturation, fraude fiscale, violation répétée du Code des marchés publics. Sont quelques-uns des griefs qui motivent la réouverture des enquêtes sur l'affaire de l'avion présidentiel et des équipements militaires. Un dossier qui incrimine l'ancien Premier ministre Soumeilou Boubèye Maïga, ministre de la Défense et des anciens combattants à l'époque des faits, Madame Bouharé Fili Sissoko, ministre de l'Économie et des Finances, Moustapha Ben Barka, ministre délégué à la promotion des investissements, et nombre des personnalités du monde des affaires. On croyait l'affaire définitivement close après le classement sans suite suivant décision N-28/PR/017 du 18 août 2017 du procureur de la République chargé du pôle économique et financier du tribunal de grande instance de la commune II du district de Bamako, mais c'était faire fi des arcanes et des subtilités du droit, qui permettent, apprend-on, à la justice de revenir sur une affaire classée sans suite, avec la survenue de faits nouveaux. Au-delà de la polémique entre les spécialistes du droit sur la compétence ou non de la Cour suprême à se saisir de l'affaire dite de l'avion présidentiel et des équipements militaires dans laquelle les noms de 3 membres du gouvernement en son temps sont cités, une source proche du dossier souligne que la totalité des équipements a été fournie par des sociétés non attributaires du marché comme ACMA, Sofrad Kemag. Ce qui, du point de vue du droit, est une grave entorse à la loi. Ensuite, le parquet général de la Cour suprême reproche pêle-mêle aux personnalités incriminées le choix du gré à gré en lieu et place de la consultation restreinte, le paiement de frais bancaires d'un montant de 5 milliards de FCFA aux frais de l'État sur la garantie autonome à première demande de 100 milliards de FCFA annulés, le paiement d'environ 9 milliards 350,1 millions de FCFA de frais d'approche pour Gostar, avant même la définition des termes de la convention, le paiement d'un frais de transit d'un montant de plus 453 millions de FCFA, la non-traduction du contrat du marché en langue française, il n'est disponible qu'en anglais. L'autre grief porte sur l'usage injustifié de l'article 8 du Code des marchés publics, secret défense. À ce propos, de hauts magistrats de la Cour suprême arguent que les matériels figurant sur les devis, pelles, pioches, bérets, macarons, bidons individuels, couvertures en laine, tentes, etc., sont des biens ordinaires dont le marché pouvait être passé par la procédure ordinaire des marchés publics, autrement dit aucune nécessité de les couvrir par le secret défense. Du reste, pour justifier l'inapplication du secret défense aux commandes passées, la Cour suprême vise l'article 15 de la loi de 1998 régissant les relations entre l'administration et les usagers du service public, qui réglemente les conditions de délivrance de certains actes tout en classifiant ceux qui sont frappés du sceau secret défense. Le procureur de la commune y est-il allé au-delà de ses pouvoirs en classant l'affaire sans suite? Pour un praticien du droit, cela ne fait pas l'ombre d'aucun doute. Il importe de signaler que la loi ne donne pas de pouvoir au procureur du pôle économique ni pour décider d'un classement sans suite ni pour mettre en mouvement l'action publique dans les affaires où des ministres de la République ou assimilés sont impliqués et sont dès lors sujets à poursuite pénale. Il convient de préciser que le classement sans suite décidé par le procureur de la commune y est motivé par l'article 9 de la directive N-4/2005/CM/EU du 9 décembre 2005 et l'article 8 du décret portant procédure de passation des marchés publics qui dispose que la présente réglementation ne s'applique pas aux marchés de travaux de fourniture et de services lorsqu'ils concernent les besoins de défense et de sécurité nationale exigeant le secret et pour lesquels la protection des intérêts essentiels de l'État est incompatible avec les mesures de publicité. Un prétexte? C'est en tout cas sur instruction du garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme que le procureur du pôle économique, par lettre 033/PRCI Bamako du 10 décembre 2019, a décidé de la réouverture des enquêtes dans ce dossier. Le procureur estime que la première enquête serait incomplète parce que plusieurs personnalités intervenues dans la conclusion des contrats n'ont pas été entendues et conteste l'argumentaire développé par son prédécesseur. Pour le nouveau procureur, un nouvel examen du dossier peut aller au-delà des infractions retenues et discuter et aboutir à d'autres malversations. Voilà pourquoi l'enquête est de nouveau confiée à la brigade économique du pôle économique et financier de la commune II. Le sort en est jeté d'ores et déjà. Celle-ci a entendu plusieurs personnes ayant joué un rôle aussi minime soit-il dans les faits dénoncés et permis une collecte documentaire en lien avec les faits incriminés. Concernant sa compétence à connaître de l'affaire, la Cour suprême
notant l'absence de la Haute Cour de justice pour juger les ministres mis en accusation devant elle par l'Assemblée nationale, rappelle son arrêt N-7 du 10 mars 1981 dans l'affaire Ministère public et l'État du Mali contre Kissi Madou Kara, membre de la junte au pouvoir et ministre de la Défense, de l'Intérieur et de la Sécurité au moment de son arrestation le 28 février 1978, NDLR, et autres, soulignant que la traduction d'une personnalité devant la Haute Cour de justice s'apprécie par rapport à l'existence des textes législatifs y afférents ainsi que par rapport à sa mise en place effective. D'ailleurs, étant donné que les faits ont été commis entre le 13 novembre 2013 et le 10 février 2014, date de signature des conventions incriminées alors que la Haute Cour de justice n'est devenue opérationnelle que le 22 avril 2014, faire intervenir cette institution, au demeurant éminemment politique, serait une violation du principe de la non-rétroactivité des lois pour des faits commis avant cette date marquant son effectivité fonctionnelle, se défend-elle. À la jacter. En d'autres termes, le sort en est jeté. Les uns et les autres devraient donc plutôt s'attacher à trouver les arguments pertinents et imparables pour se blanchir ou pour conforter l'accusation. Ce procès devrait en tout cas renforcer le socle de l'état de droit au Mali et signifier la fin de l'impunité.